Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de trouver la structure d'un problème qui est donné dans le livre de Claridge là, de 2016. Donc vous pouvez aussi aller voir dans le chapitre 13 de ce bouquin-là. Donc je reprends un peu ça ici avec mes propres explications, mes propres mots, mais les specs sont tirés donc, de ce bouquin-là. Donc, quelles sont les informations qu'on a? Donc, le problème, en fait, c'est de trouver la structure de l'inconnu. Vous voyez la formule brute, là, c'est quand même une formule assez complexe, là. 22 carbone, 28 hydrogène. On a un fluor, beaucoup d'oxygène, on a un phosphore, on a deux sodium. Donc, on a l'air d'avoir des... En plus, on a un sel, donc il y a des charges là, quelque part. À l'aide des specs suivants, donc l'appareil utilisé, c'est un 500 MHz. Et là, vous avez beaucoup de spectres, hein, parce que, en plus des specs, entre guillemets, relativement conventionnels, de protons, carbone, 2D, on a aussi des spectres pour nous aider à identifier la position du fluor et du phosphore. Hein, le fluor 19 qui est à l'abondance 100%, son spin est une demi, et on a le phosphore 31, que son abondance est aussi 100%, avec un spin aussi d'une demi, donc donne des signaux très forts finalement à ramène. Donc on va devoir regarder un petit peu ces signaux-là aussi pour nous aider à trouver la structure. OK. Donc dans un premier temps, on regarde le spectre proton, donc assez conventionnel. Euh, Vous voyez ici le spectre en bas, je vais prendre mon marqueur. Vous avez le spectre en bas ici qui va jusqu'à 8, donc il ne semble pas y avoir d'acide carboxylique là-dedans. Pas de spectre en bas de 1. Tout ça intègre généralement pour 1. Ici on a 2, là, mais c'est parce qu'il y a deux pics dedans. Sauf P, S et T qui sont qui intègrent pour 3. Donc un singulet ici, donc sans voisin, un autre singulet, bon, je trouve peut-être un petit peu large. Et ici, on a un triplet. Le T, c'est un doublet. T pour triplet. Donc le H que j'ai noté T sort en doublet, donc probablement à côté d'un CH. Vous avez les signaux ici, quelques petites conclusions que j'ai indiquées là. Donc on a effectivement, si on additionne toutes les intégrations, on arrive à 26 hydrogènes. Ici, on en a 28, donc il en manque deux. Donc, il doit en avoir deux qui sont échangeables. Ça a été pris dans le D2O, donc c'est très normal qu'on ne les voit pas. Ça veut dire que tout, s'il y en avait des OH, ils sont devenus des OD, donc on ne les voit pas en spectre proton. Probablement, ça pourrait être un pH aussi, les liaisons pH. Ne sont pas très communes et pas toujours très stables, donc ça serait un peu surprenant. Donc, on prend plutôt l'hypothèse qu'on a affaire à des OH ici. En haut de 6 ppm, on a trois signaux ici, donc on a clairement des installations dans notre molécule. Et HDE, HD et HE qui sont ici, ou qui sont ici dans notre spec, là, qu'on a pris ici un agrandissement, ont vraiment l'air de d'hydrogène diastéréotopique. On a une grande constante de couplage de 19 Hz entre les deux. Donc, c'est certainement une constante de couplage géminale, donc sur le même carbone, et ils se regardent tous les deux. Ça ressemble beaucoup à des hydrogènes diastéréotopiques. Donc, au niveau du carbone, on a pas mal de signaux. Hein? Donc, on avait 22 carbones, donc on s'attendait pas mal à signaux. Par contre, si on les regarde, je les ai tous numérotés. Il y en a qui sont très proches d'ailleurs. Ici, on voit un, deux qui sont tout proches de l'autre. 11, 12, 13, 14 sont vraiment très, très proches. 15, 16 aussi. J'arrive à 30, alors qu'il y a 22 carbones. Donc, il y a trop de signaux par rapport au carbone, mais il y a un fluor et un phosphore. Donc, le carbone va être couplé avec eux, parce que ça, c'est un carbone 13 où on a découplé le proton. Donc, le fluor, on ne l'a pas découplé, et le phosphore, on ne l'a pas découplé non plus. Donc, ils vont être couplés avec ceux-là. Probablement que les couplages, les pics qu'on voit ici qui sont collés, c'est parce qu'ils sont couplés avec ces atomes-là. Euh, donc, lesquels de ces carbones-là sont voisins de fluor, ou le fluor est directement attaché sur ce carbone-là, on ne le sait pas. Donc, je pense que ça va être avec l'HSQC qu'on devra pouvoir le faire, parce que là, on va voir quel hydrogène est sur quel carbone, et conséquemment, il y a trop de carbone pour ces hydrogènes-là. J'arrive dans 2 minutes, je pense que ça va être plus clair quand on va le faire ensemble. Donc, on va peut-être revenir au carbone, mais pour l'instant, c'est ça qu'on a comme information. Ici, on a un signal qui est au-dessus de 200, donc fort probablement un carbonyle. Et ici, on a des signaux qui semblent être dus à des carbones là, insaturés dans cette région-là. Ici, autour de 100, ça c'est moins clair. Continuons. Donc, l'HSQC, on fait ça. Donc, on voit qu'on n'a pas de signal pour les carbones 1 à 4. Donc, ça doit être des quaternaires. Donc, 5 corrèle avec le A, 6 avec B, 7 avec C. OK, donc on sait où ces groupements-là se retrouvent. Là, ici, c'est intéressant, le F, donc qui intègre pour un seul hydrogène. Son pic ici
bon, il n'y a pas d'agrandissement, mais quand on fait un agrandissement, on s'en rend compte, qui intègre pour 2 carbones, ben pas qui intègre, qui est en corrélation avec 2 carbones. Donc, un seul H en corrélation avec 2 signaux carbone. Donc, il est sur un seul carbone, le H peut être sur un seul carbone. Donc, pourquoi ce carbone-là donne 2 signaux? Ben, il doit être couplé avec soit le F ou avec le P, probablement. Donc 13-14, c'est la même chose. Ici, on le sait que c'est sur le même carbone. C'est vraiment des hydrogènes diastéréotopiques, donc deux hydrogènes qui sont sur le même carbone. Il doit y avoir une chiralité pas très loin pour qu'ils soient diastéréotopiques, mais ça donne deux carbones comme signal. Donc lui aussi doit être couplé à un fluor ou un phosphore. Donc ça, c'est un petit peu petit. Là, on va faire un agrandissement. On va sur la page suivante. Donc on arrive à 18-19, donc il y a plusieurs carbones là, parce qu'on avait arrêté à 13-14, donc il y a quelques carbones quaternaires là-dedans. Ici, c'est la même chose. Le L, qui intègre pour un seul, en fait, croise vraiment les carbones 18 et 19. 20 croise les deux hydrogènes qui sont là, K et O. 21 ne croise que G. Le I croise le I, qui intègre pour un seul, croise deux carbones. Donc, encore une fois, ça doit être des carbones qui sont liés au fluor, au phosphore. 24 croise NA, 25 H et J, 26 M et Q, 27 est sur le P seulement, le P, pardon, croise 27 et 28. Donc, il doit encore un fluor et un phosphore pas trop loin. 29, un carbone CH3 ici, et le 30 correspond au T. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? Ici, c'est un petit résumé des 22 carbones. Donc, on avait des carbones quaternaires, on a assigné tous les autres, là, 15 à 16 aussi on avait, puis on en a qu'on sait qui appartiennent, par exemple, 13-14, on sait qu'ils appartiennent, c'est deux signaux de carbone, mais ils appartiennent à un seul carbone, dans le fond. Donc, au total, j'ai 26 H sur les carbones. Donc, ça, c'est bon. Si j'additionne tous mes CH, CH2, CH3, j'additionne tout ça, j'arrive à 26. Ça marchait avec mon 26 de tout à l'heure. Ça, c'est bon. Mais j'ai 25 signaux. Hein? Ici, là, euh, j'ai trop de signaux. J'ai 25 carbones, j'ai seulement 22 carbones et j'ai 25 signaux. J'en ai trop encore. Euh, donc, ça doit être quelque part dans les quaternaires où il y en a deux de ces signaux-là qui correspondent au même carbone. Deux signaux pour le même carbone, encore une fois, le même problème, c'est que probablement ils ne sont pas très loin du fluor ou du phosphore. Donc, continuons, ça va peut-être se régler un peu plus tard. Donc, regardons le COSI maintenant qu'on sait où nos hydrogènes sont, sur quel carbone. Donc, on regarde le HA ici, le HA qui est donc sur la diagonale ici. Donc, le HA, il voit le B. Donc, en dessous de ma face, il n'y a rien. De toute façon, comme on se rappelle qu'un COSI, c'est symétrique, il y aurait quelque chose ici qui serait l'équivalent en dessous de ma face. Il n'y a rien. Donc, le HA ne voit que le HB. La constante de couplage entre le HA, on les a déjà calculés. J'ai pu les calculer avec les chiffres qu'on nous a donnés. Ça me donne 10 Hz. Et les valeurs donc de HA, qui est couplé avec HB, sont au niveau des ppm, donc 6.4 à peu près. Je vais marquer 6.1, mais c'est plutôt 6.4. Et puis 7.6 ici, je vais marquer 7.3. OK. Donc c'est très déblindé pour des CH insaturés. Bon, pourquoi ils seraient si déblindés? C'est qu'ils sont à côté de quelque chose qui tire les électrons. Et tout à l'heure, j'avais quoi? J'avais autour de 200, cette chose qui ressemblait à un carbonyle. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. On n'est pas certain, mais c'est ce qui est le plus usuel. Donc, le 5A va être plus déblindé, le A va être plus déblindé à cause de la résonance, et le B va être un peu moins déblindé, mais il va l'être parce qu'il est à côté d'un carbonyle. Tous les deux donnent des doublets, donc ça doit ressembler à ça. Comme la constante de couplage est de 10 Hz et non de 15 ou 18, on doit faire une liaison qui est plutôt 6 et non trans. Donc, voilà pourquoi je me permets de dessiner ça. HB à son tour est bien sûr couplé avec HA, mais il est couplé aussi avec un autre, puis on voit qu'il est couplé avec rien d'autre là, dans la HB. Il est couplé aussi avec l'HC. Donc l'HC ne doit pas être trop loin. OK, puis l'HC, il est aussi à 6 points quelque chose. Donc il est relativement déblindé. Mais l'HA n'est pas couplé avec l'HC. Donc si je mettais l'HC ici, puis qu'avec une autre insaturation quelconque, l'HB pourrait le voir, mais c'est sûr que le HA le verrait. Mais il ne le voit pas. Donc il faut qu'il soit de l'autre côté. Il ne faut pas qu'il soit trop loin non plus. Donc, il faut qu'il soit directement là, parce qu'on a déjà affaire. Donc, si on avait un carbone ici avec un hydrogène, on aurait déjà une J qui serait correspondant à une J quoi? 1, 2, 3, 4. Donc, déjà une J4. À cause des insaturations, ça me semble peu probable en général, mais là, on a des insaturations.
les insaturations font en sorte que les couplages sont transférés plus facilement. Donc, possiblement. Donc, ce qui me permet d'écrire ça ici, où je dois avoir donc le carbone ici, qui est lié avec le H, qui est la HC, doit être sur une double liaison à cause du déplacement chimique. Et c'est pour ça qu'il peut revoir le B. Par contre, la raison pourquoi je mets ça ici, c'est que le HC est un singulet. Il voit quand même le HH ici. J'y reviens dans 2 secondes. Mais foncièrement, il est en singulet. Donc, il n'y a certainement pas rien ici, puisqu'il y aurait même des grandes constantes de couplage. Et donc, le HH ne doit pas être trop loin. Il n'est pas ici. De toute façon, le HH, il sort à 2,8. Donc, il ne peut pas être sur un carbone insaturé. Il serait beaucoup plus démêlé. Donc, il ne doit pas être trop loin quand même. Et sûrement pas au bout du HA, parce que HA, A et B le verraient de toute façon. De toute façon, ça ferait beaucoup trop loin. Donc, il doit être pas trop loin ici, mais pas directement, là, puisqu'il ne peut pas être sur un carbone insaturé. OK, donc continuons. On arrive à HD et HE qui sont ici, hein, qui sont couplés ensemble, mais avec rien d'autre. OK, maintenant je vois HF. HF voit quoi? Il voit le K et il voit le O. Donc si on revient à nos valeurs de base, ce qu'on avait vu, c'est que le carbone 20 est un porteur de 2 hydrogènes, soit le K et le O. C'est normal qu'ils soient couplés avec les deux. Conséquemment, je peux mettre le HF directement à côté de KO, puisque c'est les deux qui voient. Il voit très bien d'ailleurs, on a 2 gros spots. HF sort quand même à 4,2. Donc, sur ce carbone-là, il y a quelque chose qui tire les électrons. Je reviendrai un peu plus tard. Donc, bon, on a regardé tout ce qu'il y avait à regarder ici. Donc, allons voir dans cet agrandissement-là. C'est un petit peu petit, donc on fait un agrandissement. OK, donc le G. Donc, je suis rendu au G. Le G, il voit le N. Il voit le R. Et il voit aussi en dessous de ma face, il voit le Q. On le voit ici. Pas le Q, mais le T, pardon. Qu'on ne voit pas en dessous de ma face, c'est celui-là ici. C'est ce spot-là qui est en dessous de ma face, qui nous montre bien, qui est couplé avec le T. OK. Donc, le G, qui est sur le carbone 21, c'est un CH, le carbone 21, on l'a vu avec la HSQC. OK. Il voit le T. Le T est un doublet. C'est très conséquent avec le fait qu'on a un CH, que le 21G soit un CH. Et il voit aussi N et R, qui sont sur le même carbone. Donc, il doit être juste à côté. D'ailleurs, le G, on voit qu'il est couplé avec beaucoup de choses. Donc, entre autres, il est couplé avec le CH3, mais il est couplé aussi avec ces deux-là. HG sort quand même à 3 ppm, un peu plus que 3 ici. Donc, il doit y avoir quelque chose qui tire les électrons là. J'ai marqué X pour l'instant. J'ai marqué peut-être CQ, mais ça serait un peu surprenant, CQ, parce que c'est un carbone. Il faudrait vraiment qu'à côté du carbone, il y ait quelque chose qui tire vraiment très fort les électrons. Donc, ça me semble peu probable que ce soit un CQ. Probablement plus un hétéroatome qui tire aussi fort. Ça pourrait peut-être être un carbonyle. C'est quand même un CH. Donc, dans ce sens-là, ça pourrait être un carbone quaternaire, mais pas un carbone quaternaire saturé. En tout cas, il faudrait qu'il soit insaturé. Donc, le HH par la suite, est-ce qu'il voit? Il voit le J. Il semble voir aussi le M. Et il voit aussi le Q. Bon, le M et le Q sont sur le même carbone 26. Et le J est sur le carbone 25. Ah ben oui, le HH est sur le carbone 25 aussi. On l'a vu précédemment dans la HSQC. Donc, ce qui me permet d'écrire ça. Donc, la HH, il voit la J, c'est sûr, il est sur le même carbone. Il voit ceux-là comme voisins. D'ailleurs, on voit que le HH est un triplet de doublet. Donc, c'est ce qui me permet d'indiquer ici, triplet de doublet. Donc, je dois avoir une J2 qui ressemble à une J3, c'est-à-dire que le HH est couplé avec... C'est un triplet, puis chacun des pics du triplet est dédoublé. Donc, il y a 2 grandes constantes de couplage pour faire un triplet. Donc, il y en a une là, qui est grande, et il doit en avoir une autre avec le carbone voisin. Pour que celle-là soit à peu près la même que celle-là, il faut que la règle de Carr+ nous dise qu'on n'a pas quelque chose qui tourne librement, on aurait des constantes de couplage de pas plus que 7 Hz, alors que si c'est géminal ici, il faut que ça soit au moins 12 ou quelque chose comme ça. Donc, pour que la vicinale corresponde à 12 ou quelque chose comme ça, il faut que ce soit selon la règle de Carr+, donc une grande valeur. Conséquemment, c'est pour ça que j'ai marqué un axial dans un cycle à 6 ou dans un autre cycle, mais il faut que les angles soient bons. Ça n'arrive pas beaucoup dans d'autres cycles que le cycle à 6. Donc, je m'attendrais à ce que ces deux carbones-là soient dans un cycle à 6. Maintenant, HI. Donc, HI voit possiblement le L. Il voit peut-être le HM. Il voit le HQ. Et il voit rien d'autre. Hein. Donc, HI, on peut le voir ici. Là. Il n'y a rien en dessous de ma face.
Donc, ce qui me permet d'écrire donc, par rapport à ce qu'on savait déjà, le 22-23, donc le HI, qui est sur le carbone, il est sur un carbone, mais c'est 22-23, donc il y a quelque chose qui fait que le signal du carbone est dédoublé, probablement un fluorure forçat. Voit donc le 26, mais c'est pas super clair. Là. C'est pour ça que je mets des pointillés. Est-ce qu'il est directement lié ou il est plus loin? Pas sûr. Euh, et puis, il voit aussi le 18-19 HL. Euh, elle, il voit de façon importante. Donc, ici, j'ai marqué un pointillé. Je ne suis pas certain parce que, oui, j'aurais peut-être pu mettre un point plein parce que ça serait surprenant qu'il soit très loin. Mais bon, je continue maintenant. HJ, HJ, il voit le HH, ok. Il voit aussi le HQ. Ben oui, il voit le HH. Et il voit le HQ aussi. Le HJ. Lui ici, pardon. HHHQ, ben oui, pas très surprenant. Maintenant, si je vais à l'autre, le HK, il voit le HO très bien. Et il voit aussi le HS. Ah, donc ça, c'est une nouvelle information. Tout à l'heure, on avait ça. On a trouvé ça tout à l'heure. Euh, grâce aux informations qu'on avait avec le HF. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que le HK voit donc le HO, ça c'est pas surprenant, mais il voit aussi le HS. Évidemment, le CH3, on ne peut pas le mettre directement collé là. Pourquoi? Parce que le HS, c'est un singulier. Donc, ça veut dire qu'il est à côté d'un carbone quaternaire. Et son déplacement chimique est de à peu près 1 ppm. Donc, c'est certainement pas un hétéroatome qui est là entre les deux. Il faut que ce soit un carbone quaternaire. C'est pour ça que je mets CQ ici. Euh, voilà. HL maintenant. Le L. Le L, il voit peut-être le. Ouais, il voit peut-être le I ici. Mais il voit le N. Et il voit le R. OK, NR, donc ça c'est bon. Euh, donc le HL qui était sur le carbone 18-19 qu'on avait mis ici, il voit le N et l'R. Il les voit bien. Tantôt j'avais mis un pointillé. Ce que ça nous dit cette affaire-là, c'est que probablement il est plus proche. OK. Donc le L, j'aurais quand même pu conclure quelque chose par rapport au I. J'ai été un petit peu frileux. Mais bon, c'est pas très grave. On va faire là. On a déjà une bonne idée où est l'HL. Continuons. Le HM maintenant. Le HM voit le HH. Il voit certainement le HI. Il voit le HQ. Il ne voit rien d'autre. Donc le M voit le HQ, mais c'est normal, c'est le même carbone que lui. Et il voit aussi le 22-23. Ah, et il voit bien le 22-23. Donc 22-23, c'est HI. Donc HM. Et il voit bien la HI, là, ça donne un gros machin. Donc tout à l'heure, j'avais mis un pointillé. Je suis pas mal plus sûr de mon coup. Bon, ici, j'aurais pu mettre une ligne pleine. Tantôt, j'avais mis. Je pensais bien que j'avais une ligne pleine. Donc, je pense que ça a du bon sens d'avoir une ligne pleine. Il voit HH, mais c'est pas très surprenant. On avait dit que c'était son voisin d'à côté. Je continue. HN maintenant. Il voit un petit peu la G, pas très fort, hein, c'est pas très puissant comme pic. Là. Il voit aussi la HL. Il voit la HR. Donc, par rapport à ce qu'on a ici, qu'on avait déjà vu, ben, il voit l'hydrogène qui est sur le carbone 21, le G. Il voit ceux qui est 18-19. Ben oui, tantôt j'avais mis une ligne pleine, donc ça me reconfirme ma ligne pleine. Et il voit aussi le 24, l'hydrogène HR qui est sur 24. Ben oui, c'est son jumeau. C'est pas très surprenant. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que la chaîne est un quadruplet. Ben oui, il y a trois voisins. 1, 2, 3. Oui. Sauf que HG et HL sont des J3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais HR est une J2. Donc la J2 devrait être bien plus grande. Ils sont presque la même chose. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour ça que je pense qu'ils sont dans un cycle à 6. Il y a une constante de couplage axiale avec celle-là et axiale qui sont grandes. Aussi grandes, c'est la seule façon qu'ils soient aussi grandes qu'une constante de couplage est mise à la seule façon. Peut-être dans un autre cycle où les liaisons seraient très bien alignées, mais c'est peu probable dans un autre cycle que dans un cycle à 6. C'est pour ça que je conclue ça. On verra si je me suis trompé. Donc, par rapport à ce qu'on savait déjà, on voit que HO ici est couplé avec HK, bon, on n'apprend rien. HP 27-28, il voit rien. Ben, c'est un peu surprenant, il sort en singulier, donc il voit rien d'autre. HQ,
Q ici, ben, on a tout trouvé, là. Il couple avec HM, HIJ, donc c'est pas très surprenant, là, ça, c'est ce groupement-là. Le 24 qui est ici, ça nous confirme qu'il voit N, L et G. Ben oui, on l'avait déjà vu. Et le 29 voit le HK. Ben, c'est ce qui nous avait permis d'établir ça tout à l'heure. On voit l'inverse, donc ça. Pas l'inverse, mais le fait, je te donne la main, tu me donnes la main, ça confirme ça. Donc, on est pas mal avancé quand même avec tout ça. Donc, si je mets les morceaux que j'ai construits jusqu'à maintenant, donc ce morceau-là, donc que j'avais même enlevé le pointillé, je m'étais mis, plus ça ici, qu'on avait trouvé ici, ben, on a la liaison, là, 18-19 qui est là, puis 18-19. Finalement, je mets ces deux morceaux-là ensemble, donc 18-19, 22-23, 26-25, et de l'autre côté, je mets les autres morceaux, 24, 21 et 30. Tout simplement. Ben, donc, ça me fait quand même un beau morceau que j'ai avancé. L'autre morceau qui n'a pas à faire avec ceux-là, c'est ça ici qu'on avait trouvé tout à l'heure, qu'on a obtenu précédemment. Et je vous rappelle qu'à HF, je l'ai mis à 4.2. Donc, il y a certainement quelque chose qui tire les électrons ici. Donc, je me permets de mettre un O. Parmi tous ces éléments-là, qui tirent le plus les électrons, le phosphore ne tire pas assez les électrons. Il tire même moins que l'azote. Donc, l'azote n'amènerait pas un truc à 4 ppm. Pourquoi pas un fluor? Ça tire les électrons, le fluor. Sauf que si j'avais un fluor ici, j'aurais une J2 entre les deux. Et une J2 entre un fluor, donc j'aurais une liaison ici, puis j'aurais un fluor. Donc j'aurais une J1 et 2 avec le fluor. Une J2 avec le fluor, ça peut, c'est jamais en bas de 35 en tout cas, c'est généralement en haut de même de 45 Hz, et la constante de couplage qu'on a ici n'est que de 10 Hz. OK, donc que des petites constantes de couplage, donc avec les hydrogènes qui sont là. Donc, il n'y a pas de fluor là. S'il y en avait un, on aurait un splitting, on aurait un élargissement du spectre très grand. Donc, c'est fort probablement un oxygène qu'on a ici. OK, très bien. Donc, on a quand même avancé, on a fait deux beaux morceaux. Parfait.